Jim Quinn, il te ressemble un peu On me le dit physiquement. tout le temps. C'est fait exprès, non? J'ai été au courant très tard. C'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai joué à chaque fois. Pourtant, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais j'imaginais que c'était toi, quoi. En tout cas, à aucun moment ça a été dit. Tiens, on va faire Jim Quinn comme Simon. Je sais pas d'ailleurs si j'aurais accepté parce qu'on peut quand même le dire, c'est un anti-héros. Jim Quinn. Oui, il est un peu bête. Il est un peu bête. Donc, mais je crois que les mecs se sont un peu inspirés de quelqu'un qui devait être dans la room d'écriture. Ça va, il évolue bien. Bonjour, je suis Anne-Elisabeth Le Gall, je suis scénariste et réalisatrice. Bienvenue dans Alors raconte, le podcast de toutes les narrations. Pour ce nouvel épisode d'Alors raconte, je reçois Simon Balto, l'un des scénaristes de Jim Quinn. Bonjour Simon. Bonjour. Jim Quinn, vous avez certainement entendu parler parce que en fait c'est un carton au cinéma. C'est un film d'animation qui raconte l'histoire de Jim Parfait, un influenceur très musclé mais un peu bête, qui va attraper l'hétérose. C'est ça, l'hétérose, c'est effectivement une maladie qui transforme tous les hommes gays et toutes les personnes queer en hétéros. Et pour Jim, dont la vie entière tourne sur le fait d'être gay et de vivre sa grande vie en tant que gay, en faisant la fête, en se tapant tout ce qui bouge et en étant vraiment l'influenceur gay parisien, forcément, ça il perd tout ce qu'il a, y compris les choses les plus précieuses pour lui, c'est son nombre de followers. Voilà. Et c'est quand même une histoire assez drôle. Comment t'as eu cette idée là de l'hétérose ? Avec Marco Nguyen, on avait tout d'abord envie de parler de la réalité de nos vies d'hommes gays, un peu à notre heure de gloire, où on avait une vie assez proche de celle de Jim. Donc on avait envie de mettre en valeur ça, mais aussi de mettre en valeur toute la communauté. Donc c'était une volonté de se représenter, et puis une bonne technique scénaristique pour mettre en valeur quelque chose, c'est de l'enlever. C'est vraiment le principe du high concept, et mélanger à ça aussi la volonté de parler d'une épidémie qui n'était pas celle du Covid, puisqu'on a écrit le concept avant le Covid, mais qui était celle du VIH/SIDA. Et donc mélanger toutes ces trois choses, sachant qu'on avait été aussi pendant toute notre enfance et adolescence considérés comme des gens plus ou moins malades parce que gays. On a fait un mix de tout ça et on est arrivé sur l'hétérose. Très bien. Ah, mais moi, je croyais que ça venait du Covid, en fait, mais non, pas du tout. Ça a été écrit avant le Covid, avant la crise du Covid. Ouais. Et alors, et c'était quoi la mission à l'origine, le message? Est-ce que tu voulais sortir un peu des sentiers battus de ce qu'on pensait de la communauté gay? Expliquer qu'il y avait autant de gays qu'il y avait d'hétéros, enfin, c'était quoi? Non, le message, il était assez simple. Vraiment, on ne se reconnaissait pas dans les fictions qu'on voyait à la télévision, puisqu'il y avait une représentation des personnes gays, des personnes queer, mais qui était finalement pas la réalité. Et on avait envie de parler de ce qu'on vivait au quotidien. Et c'était d'ailleurs assez entre guillemets innocent au début, parce qu'on voulait juste donner un coup de projecteur à toutes les personnes qu'on pouvait rencontrer dans ce milieu, notamment de la nuit. Et voilà, et il n'y avait pas de volonté derrière si politique que ça, même si évidemment le film est politique. Quand on fait un concept comme l'hétérose, il y a une dimension politique. Ça l'est devenu plus tard. Mais vraiment, c'était ça le but, c'était de donner un coup de projecteur et d'en parler de façon honnête, et puis aussi de questionner certaines choses au sein même de la communauté, parce que c'est un film qui est une satire, mais qui est avant tout une très grosse autocritique. Oui, parce que en plus c'est drôle, on apprend qu'il y a des bears. Ouais. Les bears, c'est des ours, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quoi, des twinks? Bear. Alors Jim va partir effectivement dans sa quête du remède qui est la chloroqueer, va partir dans une espèce de quête aussi initiatique à travers différentes communautés. Et effectivement, il va aller chez les Bears, au Bears Den, qui est un bar qui existe réellement. Il va aller alors accompagné de Lucien, qui est un petit twink, donc qui est un jeune homme un peu gringalet, frêle, qui commence un peu angélique et qui commence sa vie dans le milieu gay.
on va aller voir les kiffeurs. Ah oui, qui reniflent la chaussure, c'est vrai, ça existe ça ? Ouais, bien sûr, ça existe. On me pose toujours en question, on me l'a beaucoup posé en avant-première, ouais. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il sniffe autre chose et puis vous en remplacez ça par une chaussure. Ça peut. Non. Alors il peut tout sniffer, mais le kiff de la TN, donc c'est vraiment la Nike TN, est un vrai kiff avec des mecs qui reniflent leur pompe et. Ouais, bien sûr, ouais. Incroyable. Alors c'est en règle générale, les kiffeurs, il y a tout aussi une espèce de fétichisation avec le vêtement de sport, etc. Mais non, ça existe. Alors ça existe aussi, c'est les hétéros, je pense, mais c'est une vraie chapelle au sein et c'est d'ailleurs, c'est une de mes scènes préférées dans ce labyrinthe du Louvre, parce que je trouve qu'il y a un truc que moi je trouve très poétique, sans faire de spoiler, mais que Lucien va se découvrir une espèce de kink, de petit trip sexuel, et je trouve qu'on a réussi à rendre ça mignon et beau, et on voulait surtout pas faire de la stigmatisation de kink sexuel, parce que bah voilà quoi, c'est à partir du moment où c'est fait entre adultes consentants, tout est possible. Et du coup, moi, je trouve ça assez mignon, ce passage où Lucien se découvre une nouvelle corde à son arc. Et tu penses que c'est pour quelle cible ce film ? C'est à partir de quel âge ? Alors, ça a été, tu sais, ça passe en commission. J'ai oublié le nom de la commission, mais donc ça a été, c'est déconseillé aux moins de 12 ans. Ce que je trouve assez fair-play, en fait. C'est-à-dire que c'est forcément un film pour adultes. Il n'y a rien de graphique dedans, il n'y a rien de choquant, mais d'un point de vue compréhension et intérêt, oui, je pense que c'est un public d'adultes, jeunes adultes. Moi, j'ai ma nièce de 13 ans qui est allée le voir et ça va, elle est pas traumatisée. Mais oui, c'est pas un film d'animation pour enfants, quoi. Et c'est destiné à tout le monde. Le but, c'était aussi d'offrir et de montrer la communauté gay dans toutes ses diversités, et de l'offrir en particulier aux hétéros, et de leur faire une invitation dans notre très joli monde. Donc, ouais, c'est censé être une comédie populaire. Et est-ce que tu crois que mon père de 77 ans, il pourrait aller voir Jim Quinn ? J'en suis absolument convaincu, et je pense que ça lui plairait. Et là, j'ai fait une avant-première à Guétari, au Pays Basque. Alors, c'était pas une avant-première parce que le film est sorti il y a pratiquement un mois maintenant, mais c'était une présentation du film, et t'avais une dame de 75 ans bien facile. J'ai appris d'ailleurs par la suite, parce que la directrice du cinéma la connaissait, qu'elle était très très religieuse aussi, et elle m'a dit avoir adoré le film. Elle avait une perception très sympa. Donc non, je pense qu'au contraire, et j'ai eu comme ça plusieurs témoignages il y avait une vidéo qui venait de la projection après Cannes, avec deux personnes assez âgées qui disaient « Oh bon, on n'a pas tout compris, mais on a bien rigolé ». Et au contraire, les gens apprennent des trucs, ouais. Donc ouais, tous, vraiment. Donc oui, parce que vous avez été à Cannes, vous avez été à la séance de minuit, ovationné quand même. Énorme surprise. Notre distributeur nous en avait parlé il y a peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus exactement, mais je me rappelle avoir fait une discussion avec eux où tout d'un coup, dans la discussion de stratégie, de distribution, etc., le mot Cannes sort. Et je me rappelle avoir gloussé en disant « Mais de quoi il parle, quoi ? À quel moment un film comme Jim Quinn arrive à Cannes ?» Et puis, ce que j'ai appris, mais que j'ai découvert au fur et à mesure, parce que j'étais pas du tout un habitué de Cannes, c'était la première fois que j'y allais, c'est que quelques jours avant l'annonce des résultats de la sélection officielle, t'as des espèces de parutions dans les journaux, un peu comme des bookmakers. Donc ils disent les 100 films potentiellement sélectionnés, puis les 25, puis les 10, etc. Et Jim Quinn apparaissait petit à petit. Et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Je me rappelle que j'envoyais des articles à ma maman en me disant au moins elle saura que j'étais à ça d'y être allé, tu vois, quand je lui disais, en me disant de toute façon on n'y sera pas. Et le soir, donc le festival de Cannes vous appelle avant d'être parce qu'il y a une comment on appelle ça, il y a une conférence de presse, voilà, où Thierry Frémaux annonce tous les films qui sont sélectionnés, mais là quelques jours auparavant il vous appelle, on est déjà au courant. Et moi j'avais un copain qui a été sélectionné cette année aussi, Pierre Le Gall, pour son film du Fioul dans les artères. Ouais. Je voulais l'inviter avec toi d'ailleurs, il pouvait pas. Il était pas dispo, mais on lui fait des gros bisous, parce que son film est merveilleux et qu'on l'aime beaucoup. On a écrit en plus, il a le même nom que moi.
Ah bah oui, en plus c'est vrai, exact. Nous on avait coécrit ensemble il y a des années. Ah oui. On avait développé un projet ensemble qui s'est pas fait finalement, mais du coup je l'avais vu aussi dans les entre guillemets le truc des bookmakers, et je lui passe un coup de téléphone la veille de l'annonce des films sélectionnés. Et lui avait déjà reçu le coup de téléphone en disant ah bah oui, moi ça y est, c'est pas officiel, ne le dis pas, mais etc. Donc je passe le dernier jour très triste parce que je me dis mais voilà, c'est mort, mon pauvre garçon, à quel moment t'aurais pu rêver d'aller à Cannes, prendre tes petites affaires et rentrer chez toi. Et donc le soir je vois un copain, je lui propose d'aller boire des verres au Quetzal et de boire des tequilas parce que j'étais un petit peu triste, et à tard 23h minuit, mon producteur m'appelle pour me dire c'est bon, on est sélectionné à Cannes. Et je m'effondre en larmes au Quetzal, le Quetzal d'ailleurs qui est représenté dans le film. Voilà, donc la boucle était bouclée. Voilà. Trop bien. Et alors donc on va être obligé de revenir un peu sur la genèse du film et la difficulté qu'a eu ce film à se monter. Il faut savoir que quand même, déjà un film qui arrive à se faire finalement c'est assez incroyable, c'est un petit miracle. Donc en tant qu'auteur on vit tous ça, la difficulté de monter des projets. Mais là particulièrement, vous avez été particulièrement combatif quand même parce que tu as commencé en 2017. Ouais, c'est ça. 2000, le film a mis 8 ans à se monter, donc faisons les calculs. Je suis très très fort en maths. Oui, 2017-2018, ouais. Et à la base, c'est un afterwork, c'est ça. C'est Marco Nguyen. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai rencontré Marco Nguyen, qui est le co-réalisateur du film et qui est le co-auteur de l'idée originale avec moi et co-réalisateur avec Nicolas Attané, et le quatrième co-auteur, c'est Brice Chevillard. Donc j'embrasse les garçons. Et donc on a commencé, Marco et moi, et à la base c'est Marco qui avait créé un petit clip promotionnel pour faire justement la promotion de ces soirées qui étaient la Mercredix et la Vendredix. Et c'était chez Panoramix. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. Ça s'appelait SLTT Show, et qui était une petite pastille où on voyait un mec qui se baladait comme ça dans les soirées, qui traînait sur Grindr, etc., et qui captait déjà vachement bien cet univers en animation, du coup déjà cet univers du milieu gay. Et nous on se rencontre en soirée, on saoule déjà, et on devient potes, et voilà, lui faisait de l'animation, moi je faisais du scénario. Il avait rendez-vous avec Bobby Pills quelques semaines plus tard parce qu'ils avaient vu justement son clip. Et puis ensuite Marco, et vu qu'on avait parlé du projet, enfin en tout cas de notre envie commune d'écrire des projets queer, il est venu me chercher et on a développé ensemble justement toute l'idée originale. Mais par la suite. Le petit clip du début, c'était quoi alors ? C'était le tout petit clip qu'il y avait, l'Afterwork, ça représentait quoi ? C'était un mec qui se baladait dans un bar, qui se tapait des gars via Grindr. Je me rappelle qu'il termine ivre-mort sur un bar, mais en soi, il y avait une narration qui était une histoire qui était assez simple, si tu veux. Ouais. Mais ce que moi j'avais trouvé génial là-dedans, et je l'avais dit à Marco, mais de façon d'ailleurs complètement détachée, parce que j'étais pas du tout en train de me vendre, bien au contraire. Je me rappelle qu'on avait parlé du fait qu'il allait voir un producteur, et je lui avais donné quelques tips, parce que moi ça faisait déjà pas mal de temps que je rencontrais des producteurs, donc je lui avais dit voilà, si qu'est-ce que tu vas leur vendre, etc. Mais en fait il y avait déjà cet univers gay représenté en narration. Voilà, il y avait encore rien de l'histoire de Jim Quinn, mais l'univers, en fait, de représenter de façon factuelle Grindr, le milieu gay, etc. Il y avait déjà cette petite étincelle là. Ouais, c'est ça que t'as vu, quoi. Ouais, moi j'ai vu surtout un mec passionné et qui avait la même vie que moi. En fait, on avait tous les deux la même vie et tous les deux la même envie d'en parler. Donc c'est ça qu'on partageait aussi avant tout. Et puis on fréquentait, lui c'était ses soirées, moi je fréquentais dans ses soirées. Donc puis on aimait bien tous les deux la bière. Et comment ça s'est goupillé ? Donc c'est lui qui a été chez Bobby Pills au départ, et puis après il t'a pris comme co-auteur. Il est allé chez Bobby Pills.
et ensuite Bobby lui a dit ben voilà, nous l'idée nous intéresse, et puis Marco lui fait de la réalisation, mais je pense que l'écriture c'est pas non plus son premier façon de s'exprimer, et donc il est venu me chercher pour développer l'histoire quoi. Et on a commencé tous les deux dans mon petit appartement de 35 mètres carrés dans le 11e à faire des séances de travail pendant pas mal de temps. Ensuite on est revenu quelques mois plus tard avec le concept de l'hétérose, Jim, etc. Mais ça devait être une série là à ce moment-là ? Exactement. À la base c'était une série et c'est pour ça qu'on en a encore plein dans les placards, plein d'idées, parce que ça devait être une série très dense, très riche. Il y a une grande plateforme très connue qui était c'est pas dit qui était intéressée, qui nous a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Enfin voilà. Mais du coup, ça vous a quand même permis d'avancer, j'imagine. Oui, ça nous permettait à chaque fois, ça nous permettait d'avancer, de nous poser des questions, ça c'était hyper intéressant. Et puis quand on a vu qu'on n'arriverait pas à en faire une série, parce que c'est toujours très compliqué aussi de faire une série, c'est très lourd, c'est très long, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de budget. Exactement. Là, David Alric et Arthur Delabey, qui sont nos producteurs chez Bobby, on dit mais attends, on va en faire un long métrage. On était un peu surpris, mais on était partant, et ils nous ont proposé de collaborer avec justement 2 auteurs et réalisateurs maison, puisque Nicolas Attané et Brice Chevillard travaillent chez Bobby depuis un certain temps, et on a créé ce Quatuor. D'accord. Et ça s'est méga bien passé. Et à préciser que ces 2 co-auteurs et co-réalisateurs sont hétéros. D'accord. Donc ne connaissaient absolument rien au monde gay. Et c'était bien parce que du coup le concept de Jim Queen, qui est très lié avec l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est parfaitement mélangé dans même son sein même de sa room d'écriture et de sa réalisation. C'est-à-dire qu'il y avait 2 gays et 2 hétéros. Et puis plus c'est des hétéros plus puisqu'ils sont mariés, des enfants. Enfin tu vois vraiment mais hyper curieux de nos vies, réciproquement d'ailleurs, et qui sont venus avec nous en soirée, qui ont découvert le milieu gay et qui sont aujourd'hui des super alliés. Trop bien. Ils emmènent leurs enfants à la Gay Pride. Super. Trop cool. Et la série d'origine, c'était de l'animation aussi ou pas ? Ça a toujours été de l'animation. Étant donné qu'on est vraiment parti de ce clip d'animation et que Marco faisait déjà ça initialement, on s'est toujours dit ce sera de l'animation. Il n'y a jamais une seule fois où on s'est dit que ce sera la prise de vue réelle. Peut-être que ça pourrait être envisageable aujourd'hui si on faisait une adaptation, mais non, ça a toujours été de l'anime, D'accord. Et alors, quand est-ce que ça s'est débloqué ? Parce que là, du coup, on avance dans les années, on est en 2022, 2023, les chaînes vous disent non, ça devient compliqué, toi-même t'y crois plus. C'est infâme. Bah ouais. C'est infâme, ça fait vraiment, c'est le schéma classique qu'on a tous vécu quand on est auteur, et tu sais très bien de quoi je parle aussi, parce qu'effectivement, tu as ces longues traversées du désert où le projet est optionné, les producteurs font leur travail d'aller chercher des financeurs, ça frétille, puis ça fait tripu, puis on se dit c'est bon, puis c'est plus bon, donc vraiment, et c'est épuisant. Tu reçois aussi des retours qui peuvent être très durs parfois, des chaînes de télévision, et vu que tu es un tout petit, tout fragile, et que du coup tu peux parfois les prendre de façon assez violente, parce qu'on te dit non, c'est pas ça. Un des retours qu'on a eu qui était le plus violent à vivre pour moi, c'est justement un financeur d'une grande chaîne de télévision qui nous dit en quelques mots moi j'ai une sœur qui a un voisin qui a un copain qui connaît un boucher qui est gay, et ça c'est pas ça sa vie. Et là t'es en mode waouh, c'est une personne sur et puis tu viens me dire à moi comment je dois me raconter, en fait. C'est-à-dire que moi j'arrive avec justement énormément de sincérité, etc. Et puis je peux me proposer et là c'était vraiment de venir me dire à moi comment je dois parler de ma vie. C'était un peu violent, puis c'était un peu condescendant aussi. Donc il y a toute cette étape-là, et c'est infini, et c'est très dur, et on finit par perdre espoir et à se dire ce sera mort. Et puis ce qui a un peu tout débloqué quand même, c'est qu'on a passé le grand oral de exactement, l'avance sur recette. Et
Alors on l'avait énormément bossé, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant parce que c'est dans un mini amphi. J'ai jamais fait ça. Bah, c'est très impressionnant. Donc et puis on se dit en plus, on avait en face de moi des gens, on se dit c'est pas forcément le public, tu vois. Et ça prend et il nous donne cette avance sur recette qui est assez importante. Je crois que c'est 200 000 €, quelque chose comme ça. C'est et puis peut-être que je dis des bêtises, hein, peut-être que je sais pas du tout ça, mais en tout cas c'est important. Mais ce qui est génial, qui dans un film comme le nôtre est pas grand chose, 200 000 € pour un film. 5 millions, c'est ça. C'est ça, ouais, 5 millions. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est une validation. Enfin, c'est pas grand chose. 200 000 balles, c'est 200 000 balles. Oui. Mais je veux dire, en pourcentage de tout l'argent qu'il faut réunir, ça, tu peux pas faire le film avec que ça. 000 €, ouais. C'est ce que je veux dire. Mais surtout, c'est une validation énorme de la profession. Exactement. Les gens croient en toi. Exactement. En ton film. Exactement. Et si le CNC te donne l'avance sur recette, c'est qu'ils estiment qu'il y aura une recette. Bien donc sûr. le film va exister. Donc pour nous, ça a tout changé. Et merci 1000 fois le CNC parce que c'est quand même une institution. On a la chance d'avoir ça en France. Mais c'est fou. Et il faut pas qu'on le perde, quoi. Exactement. Je sais pas. Enfin moi, je sais que j'ai déjà eu de nombreuses aides dans l'écriture, qui étaient l'aide de concept, l'aide de développement pour d'autres projets. Et à chaque fois, au-delà de l'aspect financier qui est énorme, parce qu'on n'est pas riche dans ce métier, on le sait tous, donc ça fait toujours du bien, mais surtout c'est une validation en se disant tiens, on ne se fourvoie pas, on ne fait pas fausse route. On est sur la bonne route. Exactement. On n'est pas là par erreur. Exactement. Et ça, je sais que ça a tout développé. Et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est les régions. On a été aidé par la région Nouvelle-Aquitaine, parce que j'ai résidé pendant un petit moment. Je crois qu'il y a il y a la Réunion aussi. Donc on a eu à peu près, je crois, toutes les aides publiques possibles et imaginables. Donc ça, c'était vraiment cool. Bravo. Ouais. Super. Et donc là, ça se débloque. Là, c'est bon, on est en 2023 et après, ça va mieux. Après, mon producteur continue à la chasse au financement, donc il y a tout ça. Nous, on part vraiment en écriture pure et dure. Enfin, on y était déjà, mais du scénario. Il y a Brice et Nico, mais jusqu'à pratiquement un an et demi, puisqu'il y a 1 an et demi, on était encore en train de faire une récolte de fonds. On décide pour boucler le budget. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait un crowdfunding. Exactement, ouais. On en a même fait 2. Le premier n'a pas fonctionné. Combien Le premier avait une barre de 500 000 € qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et le deuxième, c'était, je crois aussi, 200 000 €, un truc comme ça. Je m'excuse si jamais je fais des fautes au niveau des chiffres, parce que j'ai un petit problème de mémoire. Non, mais si je dis des bêtises par rapport aux chiffres, ne m'en voulez pas. Merci beaucoup les gens qui ont participé. Alors déjà ça, et c'est pareil, ça c'était énorme parce que tout d'un coup, il y a, je crois que c'est à peu près 2000 soutiens qu'on a reçus et ça montrait aussi qu'il y avait une audience. Et puis nous, ça a été, quand on a fait cette campagne, on a eu l'occasion d'échanger avec des gens et pareil, ça a été énorme. Donc ils sont tous maintenant dans les crédits du film. Et moi, ça me fait toujours énormément chaud au cœur quand je vois tous ces gens qui ont participé, qui croyaient et qui, encore une fois, ont montré qu'il y avait une audience. Ça, c'est une belle leçon quand même, parce que pendant des années et des années, on nous a dit que ça n'avait intéressé personne, c'est trop segmentant. C'est trop segmentant. C'est le mot qu'on entend tout le temps, ça. Et aujourd'hui, là, on vient de dépasser les 250 000 entrées, quoi. Ouais, c'est génial. Donc ça montre qu'il y a un public pour ce genre d'histoire et que voilà, on a envie d'écouter des histoires, enfin d'entendre des histoires, de voir des histoires qui sont différentes et de nous emmener ailleurs, quoi. Bien sûr. Et alors, pour revenir à l'écriture, donc vous étiez 3, 4 ? 4, ouais. Comment ça s'est passé ? Comment vous êtes répartis les rôles ? Vous avez travaillé tous ensemble, en atelier ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça dépend. De un, ça s'est très très bien passé, c'est à noter, même si, alors quand je dis ça se passe très très bien, il y a toujours des moments où on s'engueule, c'est normal. Voilà, ça c'est le jeu, on s'engueule, on n'est pas d'accord, mais c'est bien, il faut que ça soit vivant, et puis c'est bien de ne pas être d'accord tout le temps. Mais alors, on avait effectivement des séances de travail à 4. Ouais. Qu'il fallait mener parce que sinon il y a vite des digressions, etc. Donc moi on m'appelait un peu le maître du temps parce que non, c'est pas qu'est-ce qu'il y a, c'est pas passe-partout, non mais c'est parce qu'au bout d'un moment les mecs, ça fait 3 heures qu'on parle d'un sujet, il va falloir qu'on passe à la scène suivante, qu'on passe à autre chose, etc. Et tout le monde est très bavard dans la room, donc du coup je gérais un peu, j'avais un peu le mauvais rôle, mais c'est pas grave. Et tu tranchais, du coup tu disais bon alors ça va être comme ça. Non, je tranche pas. On n'avait pas de. Non, il n'y avait pas de. Ça peut-être arrivé une fois ou deux, mais ça marchait pas comme ça. C'est pas comme ça. Non,
on a toujours décidé. Alors c'est 4 au bout d'un moment, c'est cool parce qu'il y a une majorité quand même, donc ça c'est chouette. On a toujours le troisième qui va décider si les 4 ne sont pas d'accord. Bon, quand on est à 2-2, c'est plus compliqué. Mais 1 contre 3, ben là la messe est dite. Ouais. Mais donc du coup, on faisait des séances de travail à 4 pour faire les grandes arches, pour décider, etc. Et ensuite vraiment, ce qui a été en termes d'écriture de scène, on s'y est plus collé, Brice et moi. Vraiment, Brice Chevillard a dialogué, Brice qui est un super dialoguiste. D'accord. Et on se répartissait les scènes. Ok. On les écrivait. Ensuite, on se faisait des lectures à 2. Ah, trop bien. Ensuite, on a toujours lu, tout lu. On a vraiment fait énormément de lectures. Ensuite, parfois, ça nous arrivait de se repasser les scènes en disant je vais refaire une petite passe derrière toi. D'accord. Et ensuite, on les présentait. On refaisait une commission à 4 avec Nico et Marco qui refaisaient eux-mêmes une repasse. Et ça arrivait même qu'ensuite on refasse une lecture totale avec les producteurs. Donc il y avait plein d'étapes. D'accord. Une fois que tout ça a été fait, qu'on arrivait à un film qui tenait à peu près la route, il s'est avéré on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de sous et qu'il était trop long. Ah mince. Donc du coup, il a fallu couper 20 minutes. Aïe, ça c'est long. Horrible, 20 minutes, c'est énorme. Donc tu as vraiment l'impression que tu fais sauter un mur porteur à ta maison. Oui, quoi. c'est sûr. Et donc, l'arche qui est partie, et ça m'a fendu le cœur, c'était l'arche de Nina, qui est la meilleure amie, qu'on avait envie de beaucoup plus développer, à qui on avait envie de donner beaucoup plus de place, parce qu'on trouvait que c'était un personnage féminin extraordinaire et que la relation entre les deux était hyper intéressante. Et on avait envie de creuser leur relation, de creuser son rôle, etc. Mais c'était le seul arche qu'on pouvait enlever sans que ça pète tout. Ouais. Et si on rappelle qu'une arche, c'est une trajectoire, quoi. Exactement. C'est une arche narrative, c'est une trajectoire, ça va être une histoire à l'intérieur même de l'histoire. Souvent, c'est effectivement lié à un personnage. Et quand on fait ce puzzle du scénario, il y a différentes arches narratives. Voilà. Il y a la principale, puis il y a les secondaires. Et donc là, vous avez coupé l'arche de Nina. Bah ouais. Allez. Et c'était terrible. Et ça m'a fait un mal de chien. J'avais l'impression de... Non, mais tu pourras t'en servir pour une saison 2. Bien sûr, non, mais elle est toujours là, Nina. Mais ça m'avait vraiment embêté. Mais c'est la seule qui ne bousillait pas complètement le film. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à refaire tenir le schmilblick non sans mal, il nous restait encore des minutes à couper. Donc du coup, on est passé en relecture. Et là, chaque réplique a été discutée, argumenté et monnayé, c'est-à-dire que phrase après phrase, vous êtes battu, quoi. Après phrase. Et donc là, c'est pour ça que le film est aussi sharp et aussi dynamique et aussi intense, c'est que chacune des phrases a été, et je me revois, on faisait ça chez Marco, et je me revois lire les phrases, débattre. Alors parfois tu avais une blague que t'adores et qui n'est pas validée par les 4 et qui part. Mais si je vous prouve que c'est drôle. Mais c'était ça, c'est exactement ça, je vous prouve que c'est drôle. Non, moi je trouve pas trop, etc. Et c'est méga douloureux. Il y a des scènes aussi qui ont été réduites à peau de chagrin, et quand c'est toi qui les as développées, t'es en mode, mais c'est hyper important cette scène. Mais ce qui fait que ça arrive. Mais ça se voit pas et c'est cohérent et harmonieux dans le film. Et surtout, c'est voilà quoi, c'est sharp. Alors on nous dit souvent qu'il y a vraiment ce que j'aime bien, parce que du coup les gens retournent le voir plusieurs fois, parce qu'ils moi j'ai envie d'y retourner, c'est cool, je suis content, parce qu'effectivement c'est alors il y a des fois quand même des respirations, mais donc voilà, et c'est comme ça qu'on a et il y a même des détails moi qui m'ont halluciné. J'ai essayé de lire les news quand la télé passait, j'ai essayé de lire les petites news, j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Il y a toutes les news, il y a tout ça comme détail, et il y a aussi, et je tiens à les remercier sincèrement, parce que on n'en parle pas assez, même si on essaye de les mettre en valeur, mais tu as tous les artistes qui ont bossé, les graphistes, les dessinateurs, les animateurs, etc., et qui ont rajouté des blagues visuelles qui ne sont pas écrites au scénario, qui sont et qui sont top, et que moi je redécouvre à chaque fois que je vois le film, des trucs qu'ils ont ajoutés, des petits détails. Donc ça n'a pas été fait en Chine. Non, ça n'a pas été fait en Chine, ça a été fait en Belgique. Alors d'abord à Montreuil, qui est la base Bobby Pills, vraiment le siège, on va dire. Ensuite en Belgique, à Angoulême et sur l'île de la Réunion. Il y avait 4 boîtes de prod, pas mal. Avec des vrais gens qu'on aime très fort. Tu sais combien il y avait de graphistes à peu près ?
l'animateur? Je veux pas dire une bêtise, et je peur d'en dire une. Je pense que c'était un truc comme à peu près 150-200, mais j'en suis pas complètement certain, donc je vais pas m'avancer trop là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que c'est devenu Jim Koon est devenu un peu le petit chouchou de toute cette équipe-là. Et ce qui est chouette, c'est qu'alors qu'on n'avait pas d'argent, alors qu'on n'avions pas d'argent. Non, j'ai cru que j'avais dit une dinguerie. Mais en fait, ils sont tombés amoureux du film et il y a eu de leur sup, il y a eu beaucoup d'énergie, et ce qui fait. En fait, ce film, il a coûté 5 millions, mais pour avoir la tête qu'il a aujourd'hui, il en aurait fallu 10. Ah oui. Et il ressemble aussi à ça parce qu'il y a énormément d'artistes qui ont mis énormément de cœur. Et ça se voit, je trouve, à l'écran. Donc ça, c'est vraiment chouette. Non, mais vraiment, c'est vrai. Mais c'est là où il faut quand même rappeler, c'est hyper important, c'est que c'est un travail de groupe. Vraiment, mais parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière. J'ai été vraiment touchée par la qualité du film. Merci. Sinon, je dis pas ça parce qu'on se connaît. Voilà, mais vraiment, c'est un film de qualité, quoi. Moi, j'avais l'impression, ça me faisait comme quand je vais voir un Disney, tu vois, c'est autant de qualité. Le scénario est qualitatif, le dessin est qualitatif, les blagues sont drôles. Franchement, ça se voit à l'écran, c'est qualitatif, quoi. Merci beaucoup. C'est 8 ans d'acharnement, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'entendre ça aujourd'hui. Et ouais, je te dis, un super travail de groupe, quoi. Un super travail de groupe, une synergie qui a trop bien marché. Et d'ailleurs, pour revenir sur Disney, moi je me suis demandé, quand Lucien il chante dans sa chambre, qui est un super passage, c'est un peu parodique. Moi, ça m'a fait penser à Réponse quand elle est enfermée dans son château avec sa vilaine mère. Alors, tu peux voir ça, mais c'est la petite sirène. Ah, c'est la petite sirène. C'est la petite sirène, ouais, c'est la référence. Bah oui, tu veux un tire-papa, j'en ai des tas. Mais après, t'es peut-être pas hyper familière de la petite sirène. On a tous nos Non, moi je suis pas trop la petite sirène, mais voilà, alors que nous c'était moi c'était alors. Ta ref. Alors Petite Sirène, mais là on le voit, il n'y a pas dans le film, mais moi c'était Petite Sirène, Marco aussi c'était Petite Sirène, et moi La Belle et la Bête aussi, qui a été mon truc vraiment. Mais là c'est la Petite Sirène effectivement, et on a voulu reprendre le principe des Disney, puisque les Disney c'est quand même le fer de lance de l'animation dans le monde, et c'était aussi un clin d'œil, puisque justement quand tu te construis comme un jeune homme queer, gay, dans ces années-là, déjà tu sais pas forcément que tu l'es, t'es un peu planqué intérieurement ou dans le déni, mais forcément tu te reconnais pas, les histoires n'existent pas en fait. Et donc là, de se réapproprier un Disney pour en faire une histoire de mec qui s'aime ou d'un mec qui rêve, c'était très jouissif pour nous, c'était très chouette, quoi. Il y avait une question de réappropriation très cool, donc et puis je sais pas pourquoi, mais parce que du coup on en parle souvent du côté de Disney, mais il y a aussi un truc avec les gays et les Disney, c'est-à-dire que les gays adorent les Disney, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai fait un autre podcast avec des 3 mecs hétéros qui me disaient mais si nous aussi on aime les Disney, mais c'était quand même plus, on était plus quand même sur du Toy Story, des trucs comme ça. C'était c'était plus Buzz l'éclair parce que Disney avec le cœur, enfin là on. Puis les jolies robes. Voilà, les jolies robes, l'histoire d'amour. Les princesses quoi. Je rêve. C'est ça. Est-ce qu'un jour je sortirai de ce château. C'est ça. Donc oui. Bon, donc il y a bien une référence. Ah oui, mais t'as des références à Disney, t'as des références aussi, par exemple on parlait de Michel Le Kiefer qui respire sa pompe, c'est une référence aussi quand il y a au Chaboté avec le chat T'en as plein. En fait, il y avait 3 niveaux d'écriture. T'avais le premier niveau en termes d'humour qui devait être accessible à tout le monde. Donc voilà, de la blague hyper accessible, du comique visuel, etc. Le deuxième était plutôt destiné à la commu. Donc par exemple il y a des références de RuPaul Drag Race, il y a vraiment des références qui sont hyper vraiment très de bar, tout ça, exactement, voilà, des clins d'œil de Céline Dion, du machin, du truc où là faut être un peu plus comment on appelle ça, dedans pour comprendre de quoi on parle. Et le dernier niveau, c'est la référence des cinéphiles. Il y en a plein. Il y a dans le film, justement, on parlait de la petite sirène, mais il y a aussi Seven,
Il y a aussi Le Sixième Sens. Ah oui, oui. Il y a aussi Le Diable s'habille en Prada. Et d'autant plus content que le 2 sorte là il n'y a pas très longtemps, parce qu'à l'époque on a écrit ces références-là et il n'en était pas question. Donc il y a plein de références pour les cinéphiles dans le film, plein. Okay. Et pour les fans d'animation aussi, t'as du manga, t'as Dragon Ball Z, Ok. Est-ce que c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est que la stratégie du distributeur est vachement intéressante. Parce que finalement, c'est The Joker, c'est ça ? Ouais, qu'on adore. Il a choisi de distribuer le film dans moins de salles au départ, qui a un bouche à oreille, parce que s'il y a eu des avant-premières, il y a eu pas mal d'avant-premières, je sais pas, dans toute la France. Ouais. Et voilà, et donc en fait, c'était ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ça commence à grossir, quoi. Il y a de plus en plus de salles qui distribuent. 264 aujourd'hui, on est parti à 98. Et que donc on est rendu à 250 000 entrées, on est au mois de juillet, donc c'est pas mal du tout, quoi. C'est dingue. Ouais. Stratégie hyper intéressante auquel, moi c'est mon premier film, donc du coup j'avais aucun référent, aucune référence. Mais c'est vrai que quand ton distributeur te dit on va le sortir dans pas beaucoup de salles, instinctivement tu te dis pourquoi en fait ? Pourquoi tu le mets pas partout, quoi. Enfin, plus il y a de salles, à New York. Exactement, plus il y a de salles, plus les gens, non. Et c'était hyper malin, puisque effectivement le but était, alors parce qu'il y a effectivement le nombre de salles, et ensuite il y a ce coefficient de remplissage. Donc en gros, jamais tu mets ton film dans 100 salles, mais que dans les 100 salles il y a 3 spectateurs, c'est pas intéressant, alors que si jamais tu mets ton film dans 50 salles, mais que les 50 salles sont remplies, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça crée une dynamique qui fait que effectivement les exploitants se disent attends, les salles sont remplies, et les autres disent attends, et t'es exploitant, et donc du coup ça crée un effet comme ça, boule de neige. Et donc ils ont commencé avec pas beaucoup de salles, donc du coup on se faisait engueuler sur les réseaux sociaux en disant mais pourquoi il est pas là, etc. Et évidemment le but était ensuite de l'ouvrir le plus possible, ce qui est le cas aujourd'hui si ça marchait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui là, je crois que tout à l'heure j'ai vu les chiffres, c'est 264, et ce qui fait qu'il arrive un peu partout, y compris en région, y compris dans des zones rurales où on se dit à la base, et il trouve son public, puisqu'on a maintenant des articles de presse où on se dit tiens, on est je ne sais pas dans quelle petite ville, et la salle était comble. Alors qu'à la base on pourrait penser que ça n'intéresserait qu'un public gay parisien, et ce qui n'est pas le cas. Et moi je vais avoir là l'énorme privilège et chance d'aller le présenter dans ma ville dont je suis originaire, qui est Charleville-Mézières. Ah oui. Et en plus c'est rigolo parce que ma maman me disait mais il ne sera pas projeté à Charleville, tu sais, nous, etc. Et donc je vais aller le présenter là dans le courant du mois de juillet. Je suis hyper content parce que c'est hyper émouvant pour moi d'aller présenter un film comme ça dans une ville où j'ai grandi en tant que jeune homme gay, avec forcément tous les passages que tu peux imaginer, enfin tous les trucs que tu peux imaginer d'acceptation de soi. Donc moi je pense aussi peut-être aux mecs d'aujourd'hui 17 ans qui vont avoir la chance d'aller voir Jim Quinn. Moi ça m'aurait fait beaucoup de bien de voir ce film à 17 ans. Bien sûr. Ouais. Super, c'est pour ça que t'écris. Grave. C'est pour ça que j'écris, bien sûr, et je me rends compte de plus en plus que j'ai de plus en plus envie de porter de ces histoires. Alors je l'ai toujours fait déjà, parce que je me posais on s'était rencontrés pour le stage de la comédie ou le stage de la série Série. Moi j'ai fait aussi la comédie, mais on s'est rencontrés. Mais on n'était pas ensemble pour atelier série. Grand atelier série du CEA. Conservatoire d'écriture audiovisuelle. Super école de scénario qui font justement des stages de formation continue. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est vrai que moi j'ai toujours... Oui, mais tu avais un projet qui s'appelait Rebecca. Elle est forte. Je m'en souviens. Évidemment. Qui était effectivement inspiré d'une amie à moi transgenre, voilà. Et qui m'avait inspiré le fait de vouloir faire une série dessus. Donc moi ça fait 15 ans que j'essaye de développer des projets queer au sens large du terme. Quand j'ai commencé il y a des années où je faisais de la scripted reality, j'avais été super fier de réussir de mettre un baiser lesbien à 14h sur France 2. Et ça fait des années que j'essaie de le porter. Il s'avère que c'est Jim Quinn. J'ai aussi travaillé sur l'histoire inspirée cette fois-ci d'un amant d'un jeune homme gay algérien. Enfin, à chaque fois, j'essaie de porter ces histoires-là. Et c'est Jim Quinn qui a marché. Mais ça me montre qu'effectivement, moi, j'ai vraiment envie de porter ces histoires depuis très longtemps et j'ai envie de continuer. Et donc, tu vas continuer à tracer ce sillon-là ? Oui. D'accord. Ouais, c'est assez clair pour moi. Alors, j'ai envie de me diversifier pour le coup
faire autre chose que de l'animation, parce que on nous catégorise vite. Faut vite sortir. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus étonnant pour moi qu'on nous catégorise en tant qu'auteur qui écrivons des histoires. Mais bon, peu importe, c'est comme ça. Mais donc du coup, oui, j'ai envie de continuer à porter cette histoire-là. Et pour le coup, je vais pas dire me spécialiser parce que je veux pas m'enfermer moi-même dans un truc, mais il y a tellement d'histoires qui n'ont pas été racontées pour le coup, puisque on commence tout juste à pouvoir les porter à l'écran. Quand on voit la difficulté de monter un film comme Jim Queen, j'ose peut-être pas imaginer pour le reste. Donc ouais, j'ai encore envie de raconter plein d'histoires, et dont justement les histoires seraient autre chose que tiens, il y a un personnage gay, trans, bi, lesbien, etc. Parce que du coup, c'est pas ça qui est intéressant maintenant. C'est de voir les histoires que ça crée, qui sont beaucoup plus fines. Et ça, j'en ai hyper envie. Ouais. Donc oui, alors prochain, est-ce que tu peux parler de tes projets ou c'est trop tôt, ou on touche du bois et il vaut mieux pas en parler je te réinterviewerai plus tard. Alors ça, c'est une très bonne idée. Non, on peut. Non, mais il y a quand même de très fortes chances que Jim Queen ait une suite d'une façon ou d'une autre, qui soit celle d'un long métrage ou d'une autre forme. Ça, c'est quand même quelque chose qui est envisageable aujourd'hui et déjà discuté. Moi, de mon côté, j'aimerais bien passer à la réal. Ça, c'est un truc qui me tente depuis très longtemps. Donc, qui dit passer à la réal dit qu'il faut faire ses preuves et faire ce fameux court-métrage d'entrée pour montrer que tu sais faire, ce qui est fair play. Mais donc, du coup, je suis en train de réfléchir à ça, et il s'avère que ça faisait 1 an déjà aussi que moi, je développe un projet de roman. Qui me tenait extrêmement à cœur, et je suis en train un petit peu de rassembler tout ça, c'est-à-dire que je me rends compte que un des chapitres de mon roman pourrait très bien faire un court-métrage le truc, mais voilà, toujours basé en règle générale sur mon expérience de jeune gay. En l'occurrence, ce serait plutôt destiné sur mes premières années, ce qui serait un peu le parcours de Lucien. Moi, j'étais un Lucien quoi. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais clairement un Lucien. J'étais un peu moins maigre, mais du coup, parce que Lucien, il était quand même plus freluquet. Moi, j'ai toujours eu des bonnes joues. Mais je trouve que Jim Queen, il te ressemble un peu physiquement. On me le dit tout le temps. C'est fait exprès, non ? J'ai été au courant très tard. C'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai joué à chaque fois, pourtant ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais j'imaginais que c'était toi, quoi. En tout cas, à aucun moment ça a été dit, tiens, on va faire Jim Queen comme Simon. Je sais pas d'ailleurs si j'aurais accepté, parce qu'on peut quand même le dire, c'est un anti-héros. Jim Queen, il est un peu bête. Il est un peu bête. Donc, mais je crois que les mecs se sont un peu inspirés de quelqu'un qui devait être dans la room d'écriture. Ça va, il évolue bien. Donc je peux pas. Peut-être que j'ai été une certaine forme d'inspiration, mais ça a été plus ou moins. Tu vas pas à la salle, donc qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas pas à la salle de sport. Mais si, je vais à la salle de sport, mais 4 fois par semaine. Mais je croyais que t'avais dit que tu y allais pas. Mais si, j'y vais. Bah attends, s'il te plaît, on se tue à faire des. Bien sûr que je vais. Mais j'aimerais bien ne plus aller à la salle de sport et de lâcher enfin. D'avoir des abdos naturellement. Alors non, les abdos, j'ai lâché l'affaire. Les abdos, c'est mort. J'ai toujours lâché l'affaire de ça. Non, mais les gros pecs, t'es obligé. Mais c'est pour ça qu'on se moque autant de Jim. Mais pourquoi t'es obligé ? Moi, j'avais jamais entendu ça, qu'il fallait avoir des pecs. Non, mais t'as un truc. Non, mais t'es pas obligé. Bien sûr que c'est une bêtise de dire ça, mais t'as effectivement ce culte du corps qui est assez présent dans le milieu gay, et que je dénonce complètement parce que c'est une débilité, mais dans lequel je participe aussi au truc et je suis aussi victime. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que les hommes gays s'entendent très bien avec les femmes en règle générale, parce que on se retrouve face à peu près au même diktat de la beauté. D'avoir de jolies fesses, mais une taille fine et tu vois, des trucs comme ça, ou de rester jeune, etc. Et on a un peu les mêmes, on se colle un peu, les hommes, se collent un peu les mêmes, et du coup, les mêmes exigences. C'est ça, ouais. De jamais toujours être clean. Exactement. Et du coup, je le dénonce complètement, et dans le film, le dénonce complètement. C'est vraiment j'ai vu des commentaires, il n'y en a pas eu beaucoup, mais des commentaires qui disaient oui, c'est un film qui est grossophobe. Non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film qui dénonce la grossophobie et le fait de rentrer dans des moules. Mais donc oui, évidemment que je vais à la salle de sport. Voyons, on est bête.
jure. Je vais pas aller aujourd'hui. Merci beaucoup Simon d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un vrai plaisir, j'étais très content. Je rappelle que Gym Queen est à l'affiche dans toutes les salles en France, dans toutes les bonnes salles. C'est parfait. Pendant tout l'été. Et franchement, allez-y parce que c'est vraiment super. Voilà, alors raconte, c'est fini, on se retrouve très vite. Et d'ici là, racontez de belles histoires.